magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. La chef du gouvernement était hier face aux Togolais dans les 100 jours de son gouvernement. À la télévision nationale, Madame Victoire Tomiga-Dogbe a dressé le bilan des actions menées jusqu'alors. Les étudiants togolais reprennent les cours le 1er février prochain. Où et comment s'inscrire? Quels sont les avantages du système LMD à découvrir dans ce journal? Le projet gouvernance démarré en 2017 a permis, entre autres, de corriger les infractions des travailleurs et de réviser les contrats des PMI-PME à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le projet financé par la France est piloté par le Bureau international du travail dans 5 pays d'Afrique, dont le Togo. Nous recevons ce samedi M. Kondo Lokin, point focal projet gouvernance au Togo. Il nous parle des réalisations de ce projet dans chaque secteur d'activité. Sport, football, CHAN Cameroun 2020. La compétition s'ouvre ce samedi. 16 sélections africaines partent à l'assaut du trophée que détient le Maroc. Le Togo, logé dans le groupe C, débute sa campagne lundi prochain. Et puis à suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Bilan des 100 premiers jours du gouvernement Dogbe. C'était hier dans une émission spéciale sur la télévision togolaise. À sa prise de fonction le 28 septembre 2020, Madame le Premier ministre s'est posée comme une femme d'action. Gouverner autrement est son leitmotiv. Le 2 octobre 2020, Madame Victoire Tomiga-Dogbe reçoit l'onction de l'Assemblée nationale après la déclaration de politique générale du gouvernement. À l'appui, 3 axes prioritaires: renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, consolider la paix, créer des richesses et l'emploi. Mais l'une des priorités pour le gouvernement Dogbe reste le combat contre la pandémie du coronavirus. En dépit des efforts et des moyens de lutte contre cette maladie, les cas de contamination n'ont de cesse de grimper. Madame le Premier ministre en parle. Le Togo fait partie de ces pays du monde qui sont très rares à prendre sérieusement en main la question de la riposte de la Covid. Et vous avez suivi tout ce qui a été mis en place, une coordination au plus haut niveau, le sommet de l'État, la coordination opérationnelle, le conseil scientifique. Donc il y a un suivi rigoureux qui est fait de la gestion de la Covid. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 4000 cas dans notre pays, malgré tout ce qui est mis en place. Nous avons malheureusement totalisé 73 décès. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 418 cas actifs que nous avons dans notre pays. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces derniers jours, malgré les dispositions qui sont prises, nous connaissons une flambée. En 4 jours, nous avons eu plus de 200 cas. Et ça doit nous interroger. Et ce n'est pas seulement dans une partie de notre pays, c'est sur toute l'étendue du territoire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu une réunion stratégique avec le chef de l'État, avec le conseil scientifique et tous les acteurs. Mais aussi, nous avons eu une réunion présidée par le chef de l'État sur la question du vaccin. C'est pour vous dire que les dispositions sont prises pour que la gestion de cette pandémie soit faite au mieux dans l'intérêt de la population togolaise. Et il y a eu une mobilisation collective des médias, du personnel soignant. C'est d'ailleurs l'occasion de féliciter tous ceux-là qui sont au premier front et qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre pays est cité comme l'un des rares pays ayant vraiment la maîtrise de la situation. Parmi les actions posées par le gouvernement, beaucoup d'innovations, la loi de programmation militaire, le code du travail, la loi sur le casier judiciaire, la loi sur la mise en valeur du littoral, etc. Ce sont là autant d'instruments juridiques dont la mission est de doter notre pays d'un vrai arsenal pour protéger les Togolais sur tous les plans. Madame Victoire Tomiga-Dogbe. La loi de programmation militaire. Oui. Vous avez vu l'évolution des menaces dans la sous-région, etc. Il faut que le pays se dote
de moyens, d'outils pour protéger, assurer la défense de notre territoire, protéger nos côtes, nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. Donc, cette loi de programmation militaire, c'est une innovation, une belle innovation qui permet à notre pays de disposer d'un plan détaillé des dépenses militaires sur les 5 prochaines années. Nous avons un nouveau code de travail. Et ce nouveau code de travail permet de garantir un équilibre qui est assez judicieux entre les aspirations et les attentes des travailleurs et les employeurs, ou bien les entreprises. C'est une innovation, c'est un élément important pour l'attractivité de notre pays. Parce qu'il ne faut jamais oublier, nous sommes dans un environnement compétitif et chacun veut attirer donc nous devons nous doter d'outils pour ça. Il y a eu la loi sur le casier judiciaire national automatisé. On ne peut pas automatiser le casier judiciaire sans se doter de cette loi qu'il nous faut pour pouvoir y arriver, parce que ça permet de soumettre les demandes de casier judiciaire en ligne. Vous voyez, c'est une belle innovation. Il y a également une loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. C'est vraiment quelques exemples de lois que le gouvernement a prises. Il y a la loi organique sur le médiateur de la République, vous voyez, parce que ça permet de moderniser l'institution, mais aussi de l'adapter à cette nouvelle fonction, par exemple, dans le cadre de la déclaration des biens des différentes personnalités, ce qui est prévu par notre Constitution. C'est pour vous dire que ces lois sur lesquelles nous avons eu à travailler, que nous avons adoptées en collaboration avec tous les acteurs, et là je vous ai saisi l'occasion aussi pour féliciter et remercier l'Assemblée nationale, parce que c'est tout un process. Ça permet d'avoir des prérequis pour pouvoir avancer sur un certain nombre de programmes et projets. Et ces lois qui ont été prises ont été complétées par un certain nombre de décrets. 100 jours après son entrée en fonction, le gouvernement Dogbe a certes avancé, mais beaucoup de choses restent à faire. Composé de 34 membres, dont 12 femmes, le nouveau gouvernement de Victoire Tomiga Dogbe a fondé son action sur le respect de certaines valeurs cardinales telles que la disponibilité, la discipline, l'efficacité, l'abnégation, la collaboration active et la proximité avec les populations. Les meilleurs élèves bachelières du Togo ont été primés hier à Lomé. Elles ont reçu chacune un ordinateur, une initiative du ministère de la Promotion de la Femme pour les encourager à l'excellence dans leur cursus universitaire. Le représentant résident du PNUD au Togo, Mokhtar Fall, estime que ce projet cadre avec l'ODD 5 qui vise l'autonomisation de la jeune fille. Saluons cette initiative très fort louable qui est en phase avec les mesures prévues à l'article 4 de la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Cette action s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable, notamment l'objectif de développement durable numéro 5 qui vise à parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser les femmes et les filles. Également, l'ODD 4 vise à assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Occasion pour la ministre en charge de la promotion de la femme Adjovi Lolognon Apedo Anakoma de réitérer l'ambition du gouvernement aux filles lauréates, celle d'imprimer l'excellence au sein de la gente féminine. Cette initiative est prise par le gouvernement pour affirmer son engagement et sa détermination à promouvoir le leadership de la fille togolaise, actrice incontournable du développement de notre pays. Elle permet d'imprimer dans l'esprit de nos filles la culture de l'excellence, l'affirmation de soi. Elles ont été retenues par ordre de mérite sur la base des résultats officiels du Bac 2. Nous voulons saluer la claire vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, qui a su insuffler à l'action gouvernementale l'orientation nécessaire pour relever le niveau de la participation de la femme dans les instances décisionnelles de notre pays. Au total, 319 filles, dont 169 lauréates au BPC et 150 bachelières, ont bénéficié de ce programme d'excellence académique et du leadership de la fille togolaise depuis son lancement en 2017.
Les universités du Togo, dans le souci d'aider les nouveaux bacheliers à avoir les informations qu'il faut et les vraies sur les thématiques liées à la nouvelle vie d'étudiant, a initié une campagne d'information sur le système LMD, les offres de formation, les conditions pour y accéder, la procédure d'inscription et enfin l'accueil et l'accompagnement social des étudiants. La reprise effective des cours sur les deux campus est prévue pour le mois de février 2021. Les inscriptions pendant ce temps ont débuté depuis déjà 2 semaines à l'Université de Lomé. Retour sur la procédure d'inscription avec professeur Kwavi Benjamin, maître de conférence, directeur adjoint de la direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS. La procédure d'inscription, c'est une inscription qui est faite à 90% en ligne. Le bachelier, depuis son domicile, dès qu'il a une connexion Internet, il va sur le site de l'Université de Lomé et il prend le portail des inscriptions, il crée ses paramètres de connexion et il se connecte au site. Il n'a qu'à suivre juste les instructions que le site lui propose. Et dès qu'il finit ses instructions, il va imprimer sa fiche d'UE, il va aller payer dans une agence bancaire qui sera affichée en bas de sa fiche d'UE et puis il revient faire son dépôt définitif. Et le processus est simple, c'est juste à suivre les instructions sur le site. Et parallèlement à ça, si l'étudiant ou bien le bachelier a des problèmes, l'Université de Lomé a une organisation au niveau des délégués des étudiants qui accompagnent le processus là, qui accompagnent ceux qui ont des difficultés. Et pour permettre d'assurer donc une plus grande flexibilité des étudiants, le système LMD a été introduit dans les universités du Togo. Il favorise, entre autres, la modernisation de l'offre de la formation universitaire et l'insertion professionnelle, la mise en ligne des programmes des différentes filières, du contenu des cours pour la formation à distance et enfin l'autonomisation des étudiants dans leur parcours de formation. Que retenir de ce système? Professeur Akakpo Noumado Syriac, président de la commission et directeur de l'Institut des sciences de l'éducation INSEE à l'Université de Lomé. Le LMD, c'est un système d'organisation de la formation dans l'enseignement supérieur. Et cette organisation se fait autour de 3 grades. Le grade L, la licence, le grade M, le master, et le grade D, qui est le doctorat. Dans ce système de formation, il n'y a plus des matières, mais il y a des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement, c'est un ensemble d'activités autonomes permettant de développer des compétences précises auprès des étudiants, permettant d'atteindre des objectifs pédagogiques bien définis. Donc désormais, à l'université, on a des unités d'enseignement et à chaque unité d'enseignement, on affecte un certain nombre de crédits. Le crédit correspond à la charge horaire de travail que l'étudiant doit faire pour atteindre les objectifs assignés à une unité d'enseignement. Et un crédit équivaut à 20 heures de travail. Dans les 20 heures pour un crédit, il y a 12 heures de travail en présentiel en principe et 8 heures de travail personnel. Mais comme la Covid ne permet plus d'avoir le présentiel, eh bien, il y aura plus de travail personnel de l'apprenant pour atteindre les objectifs d'une unité d'enseignement. Il y a plusieurs types d'unités d'enseignement et l'étudiant doit pouvoir, en s'inscrivant, choisir les unités dans un parcours qu'il a identifié qui correspond à son projet professionnel. Donc on vient à l'université parce qu'on a un projet professionnel, on choisit un parcours pour atteindre ce projet professionnel et dans le parcours, on choisit ces unités d'enseignement. Donc le LMD attribue beaucoup de responsabilités à l'étudiant et de liberté de choix. L'étudiant travaille à son rythme. La formation est organisée par semestre et pour chaque semestre, on programme un ensemble de 30 crédits par parcours. Les chiffres du Covid pour clôturer cette page nationale. Chiffres rendus publics hier 15 janvier 2021 à 22h10. 55 des 1062 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 4220. Ces 55 personnes âgées de 2 à 74 ans se répartissent comme suit. 16 cas parmi les contacts de femmes et 6 hommes dans la préfecture du Golfe, 2 femmes dans la préfecture de Meaux, un homme dans la préfecture de Lakosa, une femme dans la préfecture de Doufelgou, un homme dans la préfecture de Dangben, une femme et 2 hommes dans la préfecture de Thone.
15 cas parmi les suspects, un homme dans la préfecture d'Agoué, 4 femmes et 2 hommes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de la Causa, une femme et 2 hommes dans la préfecture de Thun, 3 femmes et un homme dans la préfecture de Sinkassé, 11 cas parmi les voyageurs, une femme et 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 6 hommes dans la préfecture du Golfe, 2 hommes dans la préfecture de Loti, 13 cas parmi les dépistés, un homme dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes et 9 hommes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de Tchaoudjo. 27 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris du Covid-19 à 3731. Le nombre de décès reste inchangé à 113. Le nombre de cas actifs est de 416. À ce jour, 192 034 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. L'Union africaine vient d'obtenir 270 millions de vaccins anti-Covid pour le continent. 50 millions de doses seront disponibles entre avril et juin. C'est un signal fort que l'Union africaine envoie. Le continent n'attend pas la charité mondiale pour se procurer ces doses de vaccins anti-Covid. Elle entend bien se fournir comme le reste de la planète auprès des grands laboratoires. Le Conseil de sécurité a donné son feu vert à la nomination du nouveau représentant de l'ONU en Libye, Jean Koubis. Actuellement représentant des Nations Unies au Liban, la candidature du Slovaque avait été proposée un peu plus tôt par le secrétaire général Antonio Guterres. Si elle est entérinée, alors la mission libyenne retrouvera un chef alors que le poste est vacant depuis 10 mois suite au départ de Ghassan Salamé. L'Ouganda est suspendu à l'attente des résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle de jeudi dernier. Il devrait être annoncé ce samedi à 16h locales, mais déjà Bobi Wine, l'opposant principal, dénonce des fraudes. Il se dit même certain de sa victoire. Le candidat dénonce également de nombreuses irrégularités dans le scrutin, des bulletins déjà remplis dans certains centres ou encore l'arrestation de nombreux observateurs de son parti le matin de l'élection. Des observateurs qui, selon Bobi Wine, ont été relâchés après la fermeture des bureaux de vote. Les élections législatives en Côte d'Ivoire doivent se tenir le 6 mars prochain. Les candidats ont jusqu'au 20 janvier prochain pour se faire connaître auprès de la Commission électorale indépendante. La CEI transmettra alors la liste le 1er février au Conseil constitutionnel. Quant à la campagne officielle, elle se déroulera du 26 février au 4 mars. Un calendrier trop serré, dit l'opposition. Deuxième partie de ce journal magazine invité. Le projet gouvernance démarré en 2017 pour la relance du secteur informel a pris fin en 2020. Il a permis entre autres de corriger les infractions des travailleurs, de réviser les contrats des PMI-PME à la caisse. Les travaux ont donc touché les BI, les BTP, le commerce et les industries extractives. Le projet est financé par la France et piloté par le BIT dans 5 pays d'Afrique, dont le Togo. Pour en savoir davantage sur la réalisation de ce projet dans chaque secteur d'activité, nous recevons M. Kondo Loking, point focal projet gouvernance. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur Kondo Loking, bonjour. Bonjour madame. Le projet gouvernance lancé depuis 2017 au profit du secteur informel a pris fin en 2020. Est-ce que les objectifs sont atteints? Au Togo, plus de 80% de la population active se retrouve dans l'économie informelle. Et ainsi, le projet améliorer la gouvernance du travail dans les petites et moyennes entreprises et aider à la sortie de l'économie informelle en Afrique. C'est ça qu'on appelle projet gouvernance. Et ce projet a été financé
par la France et mis en œuvre par le Bureau international du travail, BIT. Que vise le projet gouvernance? Il vise à travers donc la mobilisation des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que les services d'inspection du travail et d'autres institutions publiques à aider les très petites et moyennes entreprises, y compris de l'économie informelle, à prévenir les risques professionnels. Quand on parle de risques professionnels, il faut comprendre accident de travail et maladie professionnelle. Donc, à prévenir les risques professionnels, à améliorer les conditions de travail et faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail. C'est un projet qui a été mis en œuvre de 2017 à 2020 et au terme donc de son évaluation, on peut noter que les objectifs visés ont été atteints. Il faudrait donc à ce sujet relever que les unités de l'économie informelle se sont conformées aux principes et droits fondamentaux au travail et aux règles en matière de sécurité et santé au travail, et les conditions de travail ont été améliorées. Dans le même sens, les capacités de tous les inspecteurs du travail affectés au contrôle ont été renforcées en matière d'intervention dans l'économie informelle. Et il y a eu une synergie d'action qui a été créée entre les services d'inspection du travail et d'autres acteurs, que sont les partenaires et les alliés, notamment la CNSS, la Chambre des métiers, les services publics tels que les ministères chargés des TIP et des travaux publics, les ministères chargés du commerce, l'action sociale, les mines et pratiquement la DOSI et les médias. Est-ce qu'on peut savoir qui en sont les bénéficiaires? En termes de bénéficiaires, il faudrait savoir que la mise en œuvre donc du projet gouvernance a permis d'obtenir des changements qui sont significatifs au bénéfice de divers acteurs, au rang desquels on peut citer, il y en a beaucoup. Il y a les travailleurs et les organisations syndicales, les associations professionnelles. Il y a les employeurs, les groupements, les corporations et les organisations d'employeurs également. Il y a significativement les inspecteurs du travail. Il y a d'autres partenaires comme la CNSS, Chambre de métiers, les services publics, donc le ministère chargé des travaux publics, le commerce, l'action sociale, la DOSI, les collectivités locales, les ONG et associations qui sont engagées dans la lutte contre le travail des enfants. Tout ce monde-là a bénéficié des actions du projet gouvernance. Qu'est-ce qui a été fait concrètement durant les 3 années? Il faut relever que la mise en œuvre du projet gouvernance a permis d'obtenir les résultats qui sont très probants, en tout cas au Togo. Mais je voudrais revenir pour dire que le projet gouvernance a été mis en place dans 5 pays de l'Afrique, que je peux citer pêle-mêle. Il y a Togo, il y a Madagascar, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Tunisie, le Burkina Faso. Donc, parlant de ce qui a été réellement fait, nous pouvons dire que par rapport à l'inspection du travail, il y a eu la dotation du système d'administration du travail d'un plan stratégique pluriannuel. Avant le projet gouvernance, on n'avait pas de plan stratégique d'inspection du travail. Il y a eu l'élaboration d'une stratégie de communication sur les principes et droits fondamentaux au travail et la santé et sécurité au travail dans l'économie informelle. Il y a eu également l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de ressources au profit de l'administration du travail. Il y a eu aussi la conception d'une fiche de visite didactique qui est adaptée à l'économie informelle. Donc, ce qui veut dire que pour aller dans l'économie informelle, on n'utilise pas la même fiche d'inspection que dans l'économie formelle. L'économie informelle est une spécificité. Il y a eu la dotation de presque tous les inspecteurs du travail des équipements de protection, notamment les chaussures de sécurité, les casques, les gilets. Il y a eu aussi la formation de tous les inspecteurs du travail sur l'intervention dans l'économie informelle. Parce qu'il faudrait, c'est une technique, c'est une méthode spécifique que nous devons utiliser pour aller dans l'économie informelle. Il y a eu aussi la formation de tous les directeurs régionaux du travail et des chefs de service en leadership et management des services publics. Par ailleurs, il y a eu aussi sur les 374 unités qui avaient été programmées dans le cadre du projet gouvernance, 411 ont fait l'objet du visite de contrôle par les services d'inspection, soit un taux global de 109,89%. C'est-à-dire que l'inspection du travail est allée au-delà des prévisions. Et ces visites ont permis de toucher au total 4 999 travailleurs. Elles ont également permis de faire signer 786 contrats de travail dans les unités d'économie informelle. Donc les gens avaient été là sans contrat. Et donc, avec l'intervention de l'inspection du travail, ça a permis à 786 contrats de voir le jour dans les unités d'économie informelle. Ça a permis aussi d'affilier 57 unités et déclarer 596 travailleurs à la CNSS. Ça a permis aussi de relever le salaire de 412 travailleurs qui étaient payés en dessous du SMIC. Le SMIC étant défini comme le salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc les gens ont payé en dessous du SMIC. Et comme l'inspection du travail est intervenue,
Donc ça a permis au moins que le salaire de 412 travailleurs qui étaient payés en SMIC soit relevé. Un rapport sur les activités a fait sujet d'un atelier. De quoi aviez-vous échangé? Je voudrais rappeler qu'il a été organisé un atelier de validation participative des conclusions, des leçons qui sont apprises, des pratiques et de la feuille de route pour la pérennisation de l'action de l'inspection du travail dans les 3 secteurs. Et les 3 secteurs que sont le commerce, les BTP et l'industrie extractive. Qu'est-ce qui ressort de ces 4 jours de rencontres à Lomé? En termes de ateliers, les bonnes expériences, les bonnes pratiques et les changements qui sont constatés grâce à ce projet ont été documentés pour une meilleure appropriation des principes et droits fondamentaux au travail et la sécurité santé au travail par les acteurs des 3 secteurs, y compris dans les unités de l'économie informelle. Donc, vous comprenez que ces expériences sont contenues dans les 3 rapports sectoriels, parce que chaque secteur a fait l'objet d'un rapport. Les expériences sont contenues dans les 3 rapports sectoriels et le rapport global, donc consolidé, sur l'action des services d'inspection du travail, qui ont été validés par l'ensemble des parties prenantes au projet gouvernance. Le rapport a mis l'accent sur les BTP, le commerce, l'industrie extractive et la quincaillerie. Pourquoi le document a pris en compte seulement que ces 3 secteurs? Vous savez, il y a un secteur commun à tous les pays, aux 5 pays, c'est les BTP, bâtiments et travaux publics. Il est commun, je dirais, à tous les pays. Le commerce et l'industrie extractive, c'est spécifique à notre pays. Donc, il faut bien de rappeler que les secteurs des BTP, commerce de quincaillerie et industrie extractive, ont été retenus suite à une évaluation rapide. Et cette évaluation a été validée par les mandats tripartites et ont ensuite fait l'objet d'un diagnostic approfondi. Les 3 secteurs, après le diagnostic rapide, il y a eu un diagnostic approfondi. Et le diagnostic approfondi a permis d'identifier ces secteurs comme prioritaires en raison des défis et des problématiques qui sont relatifs aux principes et droits fondamentaux au travail et à la santé et sécurité au travail dans les 10 secteurs. Dans ces secteurs, il y a problème. En effet, il s'agit des secteurs économiques où il est urgent d'agir et où les chances de succès sont aussi relativement élevées du fait également des initiatives existantes et des possibilités de synergie, parce que c'est des secteurs où il y a déjà des recoupements. Vous allez aussi dans le commerce, c'est pareil. Donc là, comme ils sont déjà un peu organisés, donc on a pensé que il y a plus de chances de succès pour ces 3 secteurs où il y a un début d'organisation. Qu'est-ce qui ressort de ces secteurs d'activité? Quand on prend les BTP, le commerce, l'industrie extractive, qu'est-ce qui ressort de ces secteurs d'activité? Il faut souligner que l'étude diagnostique qui a été réalisée dans le cadre du projet gouvernance a permis d'identifier les défis prioritaires à relever dans chaque secteur. Vous savez, les défis ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. À chaque secteur, ces défis. Lorsque nous prenons l'exemple du commerce, les défis prioritaires sont liés à la discrimination en matière d'emploi, à l'exposition des travailleurs aux risques professionnels. Quand on parle de risques professionnels ici, les risques chimiques, physiques et même ergonomiques, les positions, et aussi au non-respect du SMIC. Au terme du projet, il faut noter que l'action des services d'inspection du travail a permis de corriger tant soit peu certaines infractions qui sont liées à l'exposition des travailleurs au risque et de relever le salaire de 412 travailleurs qui sont payés en dessous du SMIC. Dans le commerce, vous savez, c'est tellement difficile. Dans le petit commerce, c'est tellement difficile. Des fois, vous n'arrivez même pas à faire la distinction entre un travailleur familial et un travailleur salarié. Et que, vous me permettez, l'ignorance étant aussi bien employeur que travailleur. Des fois, ils se battaient sans le savoir. Donc, concernant par exemple le secteur des BTP, l'étude a révélé l'existence du travail des enfants de moins de 15 ans dans les BTP et un très faible niveau de protection sociale des travailleurs, la fréquence des accidents de travail dans les BTP, l'absence des équipements de protection individuelle et puis qui sont cette absence d'équipements qui sont adaptés et une faible culture de prévention des accidents du travail des maladies professionnelles. Lorsque les gens disent c'est ce que nous avions l'habitude de faire, nos parents avaient fait ça, c'est ce que nous faisons, ça c'est être en danger permanent. Lorsque vous passez même dans les rues, mais vous voyez les bâtiments qui poussent comme des champignons. Dans les bâtiments, vous voyez les enfants qui sont là, les gens qui travaillent, qui sont à des hauteurs, c'est-à-dire impossibles, sans aucun équipement de protection, que ce soit les harnais, que ce soit les casques, que ce soit les gilets, il n'y a rien. Donc les gens travaillent, ils se vendent plus ou moins cher, comme on le dit. L'intervention des services d'inspection du travail dans les BTP a permis d'affilier au moins 57 unités et de déclarer 596 travailleurs à la CNSS. Donc il ressort également des témoignages des employeurs et des travailleurs, un changement de comportement sur la perception des dangers et la prévention des professionnels. Lorsque nous prenons aussi l'exemple du secteur extractif, où c'est les mines, les carrières, l'extraction de sable, de gravier, il faut dire que le diagnostic a révélé
que le travail est naturellement très dangereux, alors que ceux qui y travaillent ne sont pas protégés contre les risques et sont soumis à de longues heures de travail. Donc, étant entendu que, vous voyez, qu'on trouve, c'est-à-dire des enfants qui effectuent même des travaux dangereux, alors que leur place, la place d'un enfant, est sur les bancs de l'école, d'une école, dans un centre de formation. Donc, l'intervention des inspecteurs du travail dans le secteur a permis de retirer 8 enfants en situation de travail illégal. En outre, les inspecteurs du travail ont sensibilisé les acteurs du secteur sur les risques qui sont liés à l'extraction du sable et du gravier. Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées durant l'exécution de ce projet? Plusieurs contraintes ont été relevées dans le cadre de l'intervention des services d'inspection, de l'inspection du travail dans l'économie informelle. Donc, au nombre des difficultés d'ordre général, on peut relever que certaines ressources n'ont pas pu être mobilisées, ce qui n'a pas permis d'impliquer un plus grand nombre de partenaires et d'alliés. Une plus grande participation des acteurs aurait permis une meilleure appropriation de bonnes pratiques du projet. Question de moyens. Il y a aussi l'insuffisance des moyens logistiques, ce qui a limité un peu l'intervention des services d'inspection du travail. Ensuite, la nouvelle crise, la crise sanitaire qui est liée à la COVID-19 a été aussi une difficulté dans le cadre d'une difficulté supplémentaire dans la mise en œuvre de certaines activités du projet qui auraient pu avoir un effet retentissant sur les activités. Pour conclure, quelle sera la prochaine étape? Les parties prenantes ont défini certaines feuilles de route qui indiquent des actions à réaliser pour la capitalisation et la pérennisation surtout des acquis du processus de mise en conformité des petites et moyennes entreprises des 3 secteurs et même pourquoi pas aller au-delà. 3 secteurs n'étaient que pilotes. Il faudrait aller au-delà. Et donc, il s'agit donc entre autres de poursuivre la stratégie d'intervention de l'inspection du travail dans les unités de l'économie informelle, notamment en s'appuyant sur les alliés et les partenaires, ceux-là qui peuvent être utiles dans l'échange d'expériences. Il s'agit aussi d'intensifier les séances de sensibilisation des employeurs et des travailleurs dans les unités de l'économie informelle sur les principes et droits fondamentaux au travail et la santé et sécurité au travail. La sensibilisation doit être une activité de tous les jours. Monsieur Kondoloki, merci. Merci, madame. En matière de drogue, les peines prévues dépendent de l'importance du trafic et du rôle joué par la personne arrêtée dans ce trafic. Et pour la loi, la définition du trafic de drogue dépasse le simple fait d'acheter et de revendre de la drogue. Ce terme vise à la fois la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la vente, l'achat et l'emploi illicite des stupéfiants. Ici, les personnes accusées de trafic de stupéfiants s'exposent à de lourdes peines de prison et d'amende. C'est sans doute le cas du nommé Ehike, accusé de trafic international de drogue à haut risque. Il cope de 10 ans de réclusion criminelle. Écho du Palais, Hélène Assabi. Le nommé Ehike, demeurant et domicilié au Nigeria, est un commerçant de friperies. Il achète les friperies au Togo et les revend au Nigeria. Au courant mois de novembre 2012, il s'est rendu à Afla au Ghana où il acheta 12 pains de cannabis d'un poids total de 12 kg qu'il dissimula dans une valise et embarqua à bord d'une voiture de transport en commun en direction du Nigeria. Au cours d'un contrôle de routine à la frontière de Sanvikonji, la valise et son contenu illicite furent découverts, puis Ehike fut interpellé. En enquête préliminaire comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de trafic international de drogue à haut risque qui lui sont reprochés. Mais les renseignements recueillis à son sujet sont favorables. Selon le témoignage du sieur Sylvestre, un oncle de l'inculpé, ce dernier est décrit comme un homme sérieux et de très bonne moralité. Le rapport d'expertise mentale en date du 21 juillet 2013 révèle aussi un sujet qui ne présente aucune anomalie mentale ou psychique constituée. Même si les renseignements recueillis à son sujet lui sont favorables, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé à l'audience du 9 mars 2016. On se retrouve samedi prochain.
Sport football, le continent africain vibre à partir de ce samedi au rythme du championnat d'Afrique des Nations en terre camerounaise. Une première pour ce pays depuis 1972, date à laquelle il a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette édition, plusieurs défis restent à relever. Kilim Poyade. Logé dans le groupe C en compagnie du Rwanda, de l'Ouganda et du Maroc, le Togo aura fort à faire pour se hisser éventuellement au second tour. Et justement, la bande à Abalo Dossé est arrivée hier en terre camerounaise. Ils ont été accueillis dans une ambiance de fête par la colonie togolaise. Revivons l'ambiance avec Henri Ochocho, envoyé spécial à Douala. Oui, après une qualification historique, les éperviers après-midi ont foulé, vous l'avez dit, ce vendredi après-midi, le sol du pays de Samuel Eto'o. Partis de Lomé en début d'après-midi, les poulains d'Abalé d'Ossé ont atterri à l'aéroport de Douala aux environs de 15h, soit 16h heure locale. De l'aéroport, ils ont été immédiatement conduits à l'hôtel La Falaise, leur désormais lieu de résidence, où attendait une foule des Togolais résidents à Douala. L'accueil est chaleureux. Ça, j'ai vu les joueurs sans problème, ils vont répondre parce que je suis sûr, j'étais un grand joueur, ils vont répondre et je suis sûr ils vont aller en finale. Ça, je suis sûr, certain, et que mes enfants vont aller en finale, les joueurs vont aller en finale. Je vais les supporter, ils vont aller en finale. Et puis la coupe là serait au Togo. On va avoir Ce samedi, les locaux togolais feront la reconnaissance du terrain avant le jour fatidique du 18 janvier où le Togo affronte le tenant du titre, les Lions de l'Atlas. Douala, Henri Ochocho pour Radio Togo. Le Cameroun devra relever plusieurs défis en commençant par la recrudescence de la pandémie de coronavirus, le conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone qui abrite justement le groupe D composé de la Guinée, de la Zambie, la Tanzanie et la Namibie et surtout les attaques djihadistes de Boko Haram. Cette compétition doit servir de tour de chauffe pour la Coupe d'Afrique des Nations, compétition mère du continent prévue en janvier 2022, toujours au Cameroun. Revue de presse, disqualification des éperviers U17 du tournoi qualificatif de la CAN Maroc 2021. La dynamique Podro qui fait toujours parler d'elle avec la sortie du révérend père Afognon, le 8e anniversaire des incendies des grands marchés de Lomé de Kara et le partenariat public-privé pour la réussite de la feuille de route quinquennale. Voilà quelques-uns des sujets évoqués par la plupart des parutions cette semaine. Revue de presse, Léontine Atogima. Victoire Toméga Dogbe pose les bases d'une excellente collaboration entre l'État et le secteur privé, s'exclame Togo Matin. Ce renforcement des liens entre l'État togolais et le secteur privé est un engagement pour la réussite de la feuille de route 2020-2025, estime Nouvelle Opinion. Ma conviction profonde repose sur la nécessité de bâtir un secteur privé fort, capable de rivaliser avec les entreprises du continent, dixit la chef du gouvernement à la une de l'hebdomadaire L'Union pour la qui suggère que la Première ministre crée cette alliance pour une croissance économique forte pour les 5 prochaines années. Coup dur pour l'économie togolaise, il y a 8 ans, les grands marchés de Lomé de Kara prenaient feu. 8 ans après, la reconstruction de ces marchés reste un leurre de déplore l'alternative, de même que la lumière sur les causes de ces incendies, et pourtant le dossier n'est pas vide selon le procureur de la République, écrit Togo Matin. Contestation électorale, Agboume Kodjo, prise en flagrant délit de montage grossier, titre le quotidien privé. Près d'un an après l'élection présidentielle du 22 février 2020, le candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo, Messan Agboume Kodjo, refuse toujours de digérer sa défaite. Il continue de réclamer sa prétendue victoire au point de passer pour un menteur aux yeux de l'opinion, poursuit Togo Matin. Le changement renchérit, allégation tendancieuse sur l'archevêque de Lomé, le révérend père Afognon prend à contre-pied Agboume Kodjo et rétablit la vérité.
Agouemoukodjo se met dos contre la communauté catholique, constate chronique de la semaine. Les parutions font également cas dans leur colonne de la décision du chef d'état-major général du retour dans les casernes des militaires détachés auprès des autorités civiles, la suspension de 3 chefs cantons et la nomination du professeur Kakonou Boukwa au poste de commissaire de l'UOMOA. En sport, les éperviers locaux se sont envolés hier au Cameroun pour la CHAN. Bien avant leur départ, ils ont reçu des mains de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dokbe. Le drapeau togolais indique le canard indépendant. Pendant ce temps, la ministre en charge des sports cherche les coupables de la disqualification du Togo du tournoi de l'UFOAB U17. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine pluriel. On se retrouve samedi prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg